au moment où un inconnu glissa une fine enveloppe sur la table du café et murmura « Vous en aurez besoin ce soir », je sus que ma vie tranquille allait basculer. Le café se trouvait à la sortie de la ville, là où la route se rétrécissait à deux voies, bordée de pins. J'y venais tous les jeudis après-midi depuis la mort de mon mari, car l'odeur des pommes cuites et du vieux bois y régnait, et parce que le propriétaire ne me demandait jamais comment j'allais. Ce jour-là, j'étais là avec mon fils Lucas et sa femme Marissa, assis en face de moi dans une banquette polie par des décennies de contacts et de conversations. Dehors, le ciel de l'Oregon était bas et gris, comme toujours en fin d'automne. À l'intérieur, Marissa remuait son thé sans y toucher, le cliquetis de la cuillère contre la tasse me crispant les épaules. « Tu devrais vraiment songer à réduire la voilure et les lanards, » dit-elle enfin d'une voix douce, mais apprise par cœur. Ce terrain représente une trop grande responsabilité pour une seule personne. Lucas hocha rapidement la tête. Il avait le regard de mon mari, mais aucune de sa sérénité. On s'inquiète juste pour toi, maman. Les impôts, l'entretien. L'hiver revient. J'ai souri, ce sourire poli que j'avais appris au cours de l'année écoulée. J'habite sur cette terre depuis 41 ans, ai-je dit. Je sais comment m'en occuper. Marissa a échangé un regard avec Lucas. Je l'ai surpris, comme toutes les mères. Ce regard qui disait « pas encore, mais bientôt ». Ils se sont levés pour payer l'addition ensemble, penchés l'un vers l'autre, chuchotant comme ils avaient pris l'habitude de le faire ces derniers temps. Je suis restée assise, ramassant mon sac et pliant ma serviette, quand j'ai senti une présence à côté de moi. Elle est apparue si soudainement que j'ai sursauté et renversé mon verre d'eau. La femme avait une 50aine d'années, peut-être plus, avec des cheveux gris fer tirés en arrière. Son manteau était sombre et épais, bien trop chaud pour l'intérieur, et ses yeux ne s'égaraient pas et ne clignaient pas. Ils étaient fixés sur les miens comme si elle m'avait cherché toute sa vie. « Et les lanards, dit-elle. Ce n'est pas une question. »« Oui, répondis-je, le cœur déjà battant la chamade. » Elle déposa une fine enveloppe Kraft sur la table entre nous. Son doigt trembla légèrement lorsqu'elle la lâcha. « Tu en auras besoin ce soir, » murmura-t-elle. « Quoi que tu fasses, ne l'ouvre pas ici. » J'ouvris la bouche pour lui demander qui elle était, comment elle connaissait mon nom, ce qu'elle voulait dire, mais elle se détournait déjà. Avant même que je me lève, elle avait atteint la porte et disparu dehors, engloutie par la circulation. Je restai figé, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Lucas et Marissa revinrent quelques instants plus tard. « Tout va bien, maman ?» demanda Lucas. « Oui, » répondis-je trop vite. Je glissai l'enveloppe dans mon sac avant qu'il ne la voie. Mes mains tremblaient sans cesse. Le trajet du retour jusqu'à chez moi passa comme un tourbillon de virages et de conversations anodines sur la météo et les prix de l'immobilier. Ils me déposèrent au bout de mon allée de gravier, déclinant mon invitation à entrer. Je les regardais disparaître dans leur voiture, puis je restais là, à écouter le vent dans les arbres, soudain envahi par le regard des autres. Ma maison se dressait au bout de l'allée, son vieux bardage blanc, ses boiseries vertes, la même maison que mon mari et moi avions peinte ensemble des années auparavant. Derrière, s'étendaient des hectares de forêts et de clairières, transmis de génération en génération dans la famille de mon mari bien avant mon mariage. À l'intérieur, je fermai la porte à clé, chose que je ne faisais pas régulièrement avant la mort de mon mari. L'enveloppe pesait lourd dans mon sac, comme si elle savait qu'elle n'y avait pas sa place. Je la déposai sur la table de la cuisine et restai longtemps assise en face, sans la toucher. La maison craqua doucement, se stabilisant autour de moi. Dehors, le crépuscule laissa place à la nuit. J'ignorais encore que l'enveloppe me mènerait à une vérité enfouie plus profondément que les racines de ma terre. Je savais seulement que, pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'avais peur des personnes qui me sont les plus proches. J'attendis que la maison soit complètement plongée dans l'obscurité avant de toucher l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'en l'ignorant assez longtemps, elle perdrait de son pouvoir. Peut-être. J'avais peur qu'une fois ouverte, il n'y ait plus de retour en arrière. Je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu et me suis assise à la table de la cuisine, écoutant le tic-tac de l'horloge et le vent qui sifflait contre les fenêtres. À 20h47 précise, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton enveloppée dans du papier de soie et une étroite bande de papier ligné, pliée en deux. L'écriture était soignée et posée. 23h32. Réponse. Ne pas rappeler. C'était tout. Pas de nom, pas d'explication.
J'avais la gorge sèche comme du sable. J'ai vérifié mon téléphone. 20h51, presque 3 heures à attendre. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres, bien que jamais auparavant je n'ai eu besoin d'une telle prudence. Le terrain autour de ma maison était silencieux, comme toujours la nuit. Trop silencieux. Pas de phare, pas de voix, juste le bruissement des arbres dans l'obscurité. À 21h30, j'ai essayé de me distraire en pliant du linge. À 22h, j'ai abandonné et me suis rassis à table, fixant la clé. Elle était vieille. Plus lourde que les clés modernes, sa tête usée par des années d'utilisation la rendait lisse. Je la retournai dans ma paume, essayant d'imaginer ce qu'elle pouvait ouvrir. À 11h, j'éteignis toutes les lumières sauf celle au-dessus de l'évier. La lueur jaune donnait l'impression que les coins de la cuisine étaient plus profonds et plus éloignés. Mon téléphone était posé sur la table, écran noir, face visible. 11h31. Mon cœur se mit à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. À 11h32, le téléphone sonna. La sonnerie retentit dans toute la maison, sèche et soudaine. Je sursautai si fort que ma chaise racla le sol. L'écran n'affichait ni nom ni numéro. Je répondis à la deuxième sonnerie. « Allô » dis-je, et ma voix ne ressemblait pas à la mienne. D'abord, il n'y eut que ma respiration, lente, contrôlée, près du microphone. Puis une voix parvint, basse, déformée, comme filtrée par un appareil électronique, mais indubitablement familière. « Éléanore » dit la voix. Mes jambes fléchirent. J'entendais cette voix depuis plus de 40 ans. Des cuisines, des champs, des chambres, des hôpitaux. J'avais entendu des murmures d'excuses, des rires, des promesses. C'était mon mari. Non, hurlait mon esprit. Impossible. Ne fais pas confiance à Lucas, poursuivit la voix. Ne fais pas confiance à Marissa. Et ne fais pas confiance à la police locale. Je portais ma main à ma bouche pour étouffer un cri. Tu n'es pas en sécurité là où tu es. C'est à cause de ces terres qu'ils veulent les vider. Qui est-ce ? Murmurai-je. Ma voix tremblait. Ce n'est pas drôle. Un silence, une inspiration. J'aimerais pouvoir tout te dire, dit la voix. J'aimerais pouvoir t'expliquer, mais si je ne fais pas court, ils me retrouveront. Mon cœur battait la chamade. Mon mari n'est pas mort comme ils te l'ont dit. Ce qui s'est passé n'était pas un accident, et si tu les laisses te chasser, ils effaceront ce que j'ai laissé derrière moi. Effacer ce que j'ai murmuré. À cet instant, la ligne grésilla violemment. La voix se coupa, puis revint pour une dernière phrase. La vérité est sous tes pieds, Éléanore, et il te reste très peu de temps. L'appel s'est terminé. Je suis resté figé, le téléphone collé à l'oreille, longtemps après que l'écran se soit éteint. La maison me paraissait différente, chargée d'une énergie palpable, comme si chaque mur s'était aminci. J'ai vérifié l'historique des appels. Rien, aucune trace de l'appel, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais mes mains tremblaient. J'avais mal à la poitrine. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, j'ai observé les premières lueurs du jour se répandre sur le sol, avec une certitude terrifiante. Ce qui avait tué mon mari était toujours vivant, et plus proche de moi que je ne l'avais jamais imaginé. Lucas est revenu le lendemain matin. Il n'a pas appelé. Il ne l'avait jamais fait. Du vivant de mon mari, Lucas appelait toujours avant, par habitude, par respect, ou peut-être par peur de déranger. Maintenant, il s'est garé dans l'allée juste après 8 heures, comme si la maison lui appartenait déjà. J'étais à l'évier quand j'ai aperçu sa voiture par la fenêtre. Mon premier réflexe a été de cacher l'enveloppe dans la clé, mais je me suis retenu. Si j'avais l'air effrayé, il l'aurait senti. Lucas avait toujours été doué pour. Sentant ma faiblesse, il entra, 2 cafés à la main et un sourire crispé aux lèvres. « Bonjour maman », dit-il en posant une tasse devant moi. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi », répondis-je d'un ton égal. Il s'assit en face de moi, jetant un coup d'œil discret à la cuisine, comme s'il effectuait une inspection. Son regard s'attarda une seconde de trop sur la porte de l'ancien bureau de mon mari. « Il faut qu'on parle », dit-il. J'attendis. « Marissa et moi avons discuté de ta situation », poursuivit-il. « La propriété, tes finances, ta santé. » Je pris le café entre mes mains, mais ne le bus pas. « Ma situation. » « Oui, dit-il doucement.
Tu es seul depuis longtemps. Cette terre est un fardeau. Tu n'as plus rien à prouver. Voilà, encore une fois. Les mêmes mots, la même sollicitude apprise par cœur. Je ne suis pas un fardeau pour moi-même, Lucas, dis-je. Il expira par le nez. Maman, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de réalité. Les impôts augmentent, l'assurance, les réparations. Si quelque chose se produit ici, personne ne le saura pendant des heures. Quelque chose comme ce que j'avais demandé. Il hésita juste assez longtemps pour que le silence devienne pesant. Un accident, dit-il finalement. Une chute, un malaise. Le mot « accident » me noua l'estomac. Marissa arriva 1 heure plus tard sans prévenir. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout près de la porte, les yeux rivés sur son téléphone, comme si elle était déjà en retard. « Je me suis permis de consulter vos comptes, » dit-elle en levant enfin les yeux. « Juste pour savoir où vous en êtes. » Vous n'en aviez pas le droit, dis-je. Elle sourit poliment. En tant que tuteur légal de Lucas, il a l'obligation de le savoir. Je regardai mon fils. Il évita mon regard. D'après ce que nous avons constaté, poursuivit Marissa, vous ne pourrez pas maintenir ce train de vie très longtemps. Vous puisez dans vos économies à une vitesse alarmante. Je vais bien, dis-je. Et vous, demanda-t-elle doucement. Parce qu'il me semble que le chagrin vous empêche de juger. Lucas se pencha en avant. Maman, on devrait peut-être parler de tutelle, temporairement, le temps que les choses se stabilisent. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tutelle, répétai-je. Ce n'est qu'une protection légale, répondit Marissa rapidement. Pour te protéger, pour que les décisions soient prises dans ton intérêt. Mon cœur se mit à battre la chamade. La voix de la veille résonna dans ma tête. Ne leur fais pas confiance. Tu veux du contrôle, dis-je doucement. Pas de protection. Marissa soupira, l'air déçu. Éléanore, je t'en prie. Ça ne doit pas être compliqué. Si tu acceptes de vendre la propriété et de déménager plus près de la ville, tout cela disparaîtra. Et si je refuse? Lucas détourna le regard. Marissa répondit. Alors nous devrons procéder sans ton consentement. Un frisson me parcourut. Elle s'approcha, baissant la voix. Les fermes sont des endroits dangereux, Éléanore. Les jeunes de ton âge se blessent tout le temps. Ce serait tragique qu'il arrive quelque chose avant que tout cela ne soit réglé. Je me levai si brusquement que ma chaise bascula en arrière. Sors, criai-je. Lucas parut choqué. Maman, calme-toi. Sors de chez moi, maintenant. Ils partirent ensemble. Marissa composait déjà un numéro. Lucas jeta un dernier regard en arrière, arborant une expression qui m'était étrangère. Non pas de l'inquiétude, mais du calcul. Je fermai la porte à clé derrière eux, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, je compris quelque chose clairement. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils avaient peur de ce sur quoi je me tenais. Et ce qui était enfoui sous ma terre avait transformé ma propre famille en étranger capable de me détruire pour l'obtenir. Après le départ de Lucas et Marissa, je ne pleurais pas. Je nettoyais. Je lavais les tasses à café qu'ils avaient touchées. J'essuyais la table. Je balayais le sol comme si l'ordre pouvait me protéger du chaos qui se déroulait sous mes yeux. Quand il ne resta plus rien à nettoyer, je me tins au milieu de la cuisine et compris que la vérité s'était ancrée en moi. Mon mari n'avait pas eu tort. Je me rendis à son bureau et fermai la porte derrière moi. La pièce sentait encore légèrement le cèdre et l'huile de machine. Son bureau était exactement là où il l'avait laissé la dernière fois qu'il avait quitté cette maison. J'avais évité cette pièce pendant des mois, car le chagrin y régnait. Maintenant, je comprenais qu'autre chose y résidait aussi. J'ai ouvert le classeur. Au premier abord, tout semblait ordinaire, avis d'imposition, ancienne police d'assurance, manuel d'utilisation. Je me suis forcé à ralentir, à regarder de plus près comme mon mari le faisait toujours. C'est alors que j'ai remarqué les dates. Plusieurs documents avaient été déplacés peu avant sa mort, non pas retirés, mais simplement repositionnés. Un homme qui se préparait non pas à être découvert, mais à être compris. J'ai trouvé un fin dossier glissé derrière les actes de propriété. À l'intérieur, des relevés bancaires que je n'avais jamais vus.
Des retraits d'espèces soigneusement espacés sur plusieurs mois, toujours en dessous du seuil qui aurait éveillé les soupçons, se terminant toujours 2 semaines avant son décès. J'ai eu un pincement au cœur. Mon mari détestait l'argent liquide. Il tenait aux documents, aux reçus et aux preuves. S'il retirait de l'argent ainsi, c'est parce qu'il ne voulait pas laisser de traces. Je me suis assise et j'ai fermé les yeux, m'efforçant de me souvenir. La dernière année de sa vie, il avait changé, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer à l'époque. Il se réveillait la nuit, faisait de longues promenades seul, et avait commencé à fermer la grange à clé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Après lui avoir demandé ce qui n'allait pas, il a souri et a répondu « Je m'inquiète trop ». J'ai continué à creuser. Au fond du tiroir, j'ai trouvé une feuille de papier jaune pliée. Mon nom était écrit en haut, de sa main. Éléanore, si tu lis ceci, je n'ai pas pu l'arrêter comme je l'espérais. Ne pose pas de questions là où l'on écoute. La vérité est enfouie et le silence était la seule chose qui te maintenait en vie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû reposer le papier. Enfoui. Le mot de l'appel téléphonique résonnait dans ma tête. J'ai ensuite fouillé son ordinateur. Cela a pris plus de temps que prévu. Il avait toujours été prudent avec ses mots de passe. J'ai essayé notre date d'anniversaire. Rien. J'ai essayé le nom du chien. Rien. Puis j'ai essayé l'adresse de la propriété, la première qu'il ait possédée avant notre mariage. L'écran s'est déverrouillé. J'ai eu un mauvais pressentiment. Il y avait des emails qu'il avait archivés au lieu de les supprimer. Des échanges avec un avocat pénaliste dans un autre État. Des messages courts et prudents. Aucun détail, juste des confirmations de rendez-vous et de paiement. Pourquoi mon mari aurait-il besoin d'un avocat pénaliste? J'ai continué à faire défiler les photos. Des clichés, des photos de nuit de la lisière de notre terrain, des traces de pneus que je ne reconnaissais pas, une partie de la forêt près de l'ancien versant où il m'avait toujours interdit de m'aventurer seul. Je me suis souvenu des disputes, de ses insistances pour que je reste loin de cette partie de la propriété, me disant qu'elle était dangereuse sans m'expliquer pourquoi. Il m'avait protégé, et ce qu'il avait découvert était suffisamment important pour le contraindre au secret. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le plafond. Lucas avait grandi ici. Il connaissait chaque chemin, chaque creux, chaque endroit où l'on pouvait cacher quelque chose sans jamais être vu. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu. Tu fais bien. Ne les affronte pas. Ils nous observent déjà. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Mon mari m'avait laissé des traces, non pas pour m'accuser, mais pour survivre. Et pour la première fois, j'ai compris que l'homme que j'aimais s'était aventuré seul au danger, pour que je n'aie pas à le faire. Le danger était désormais le mien, et la terre sous mes pieds n'était plus seulement ma maison. Elle était devenue une preuve. Je ne suis pas sortie de la journée. Je me contentais d'observer le paysage par les fenêtres, la lisière de la forêt, le versant derrière le champ nord, cette étendue de terre que mon mari m'avait toujours conseillé d'éviter après le coucher du soleil. Pendant des années, j'avais cru qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. Maintenant, je savais que c'était tout autre chose. En fin d'après-midi, un camion que je ne reconnaissais pas a lentement longé mon allée. Il n'a pas tourné. Il ne s'est pas arrêté. Il est simplement passé et a disparu au bout de la route. Mais il est revenu 1 heure plus tard. C'est alors que j'ai compris le message. Il nous observe déjà. Juste après le coucher du soleil, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, le son n'était pas brouillé. « Si vous êtes seul, ne raccrochez pas », a dit l'homme d'une voix calme. « Qui êtes-vous » ai-je demandé à quelqu'un en qui votre mari avait confiance, lorsqu'il n'avait plus d'option. « Je m'appelle Grant Mercer. Je ne peux pas rester longtemps. » Je suis resté figé au milieu du salon. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais veiller sur toi jusqu'à ce que tu sois prête à voir la vérité. Il m'a aussi dit que ton fils n'attendrait pas éternellement. J'ai fermé les yeux. Dis-moi, il y a un tunnel de service sous ta propriété, a dit Grant. Plus vieux que la maison. Il a été construit il y a des décennies et agrandi par la suite. Il est relié à des chambres rocheuses naturelles qui n'ont jamais été cartographiées. La plupart des gens ne le trouveraient jamais. Mon cœur battait la chamade. Lucas l'a découvert il y a des années. Il a compris qu'il pouvait cacher des choses que personne ne chercherait,
des choses qui pouvaient se déplacer discrètement et disparaître aussi vite. Quoi donc? Ai-je murmuré. Des expéditions illégales, du stockage, des transferts. Le terrain était idéal, isolé, privé, protégé par la loyauté familiale. Je me suis laissé glisser sur une chaise. Ton mari a découvert des signes d'activité il y a environ 2 ans. Des véhicules là où il n'avait rien à faire, des traces fraîches après la pluie, du matériel déplacé la nuit. Il a suivi la piste jusqu'à ce qu'elle mène sous terre. Je me suis souvenu des nuits où il rentrait tard, couvert de poussière, prétendant avoir réparé un problème de drainage. Je me suis souvenu de la peur dans ses yeux quand les phares sont apparus près des arbres. Il a tout documenté, a poursuivi Grant. Des photos, des heures, des noms. Il a essayé d'arrêter ça discrètement. Il a confronté Lucas. J'ai eu le souffle coupé. Lucas a promis d'en finir, de partir. Mais une fois pris dans un engrenage pareil, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mes mains se sont crispées en poing. Votre mari a refusé de se taire. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé qu'il était un problème. Les mots ont résonné comme des pierres. Il n'a pas péri noyé. Grant a dit que sa voiture avait été forcée de quitter la route. Je suivais de loin. Je n'ai pas pu arriver à temps. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, silencieusement. Comme une pierre qui se brise sous la pression. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Ai-je demandé. Parce qu'ils avancent plus vite. Ils veulent vendre le terrain. Une fois la vente conclue, les tunnels disparaîtront sous les permis et les travaux. Les preuves enterrées à jamais. J'ai repensé à Lucas dans ma cuisine, parlant d'accident. Marissa évoquant la tutelle. Ce n'était pas un hasard. Que veulent-ils de moi? Ai-je demandé. Ils veulent que vous partiez, soit en vous soumettant, soit en étant destitué. Ton mari a gagné du temps en mourant. Tu en as gagné encore plus en ne vendant pas. Mais leur patience est à bout. L'appel s'est brutalement interrompu. Je suis restée assise là, longtemps après que la ligne se soit coupée. La maison me paraissait plus petite, les murs plus fins, le sol sous mes pieds comme une épée de Damoclès. Je suis allée à la fenêtre du fond et j'ai contemplé la terre qui s'étendait dans l'obscurité. Pendant 41 ans, j'ai arpenté cette propriété, croyant qu'elle abritait des souvenirs, des racines, la sécurité. Maintenant, je savais qu'elle recelait autre chose, quelque chose de toxique. Et la vérité la plus terrifiante de toute s'est installée dans ma poitrine. Le danger n'était pas caché dans la terre. Il résidait dans le fait que mon propre fils l'avait choisi plutôt que sa famille, et qu'il ne s'arrêterait pas tant que personne ne l'y obligerait. On a frappé à la porte peu après minuit. Pas fort, pas urgent. 3 coups lents et réguliers qui ont résonné dans la maison comme un avertissement. J'étais assise à la table de la cuisine, toutes lumières éteintes, écoutant le ronronnement du réfrigérateur et le bruissement du vent dans les arbres, quand je l'ai entendu. Je n'ai pas répondu. On a frappé à nouveau, suivi d'une voix familière. Maman, c'est Lucas. Il faut qu'on parle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre à travers la porte. Je suis restée immobile, comptant mes respirations comme mon mari me l'avait appris un jour pendant un orage. Puis une autre voix s'est jointe à la sienne, calme, professionnelle, presque récitée. Madame est, ici l'adjoint Collins. Nous sommes là pour prendre de vos nouvelles. La police. Ne leur faites pas confiance, m'avait averti la voix. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers la fenêtre à côté de la porte, en prenant soin de ne pas faire d'ombre. 2 voitures étaient garées dans mon allée, celle de Lucas et une voiture de patrouille. Marissa se tenait près de la rambarde du porche, les bras croisés, le dos raide et impatient. J'ai entrouvert la porte juste assez pour parler. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé. Lucas s'est immédiatement avancé. « Maman, on s'inquiète. Tu ne réponds pas au téléphone. Marissa dit que tu as l'air confuse, que tu dis des choses incohérentes. » Marissa ne l'a pas nié. Elle a croisé mon regard et a esquissé un sourire. L'adjoint Collins s'est raclé la gorge. « Madame est, nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être en détresse. Nous aimerions entrer pour nous assurer que vous êtes en sécurité. » J'ai alors compris exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une arrestation. « Je vais bien, ai-je dit. Vous pouvez partir. »
La voix de Marissa s'est faite plus dure. Elané, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Vous êtes seul ici. Vous avez vécu un traumatisme. Parfois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'aide. Lucas a tendu la main vers la porte. Je l'ai claquée et verrouillée. Les cris ont immédiatement commencé. Lucas frappait à la porte. Marissa hurlait que j'étais irrationnelle. Le policier menaçait d'entrer de force si je ne coopérais pas. Ma main tremblait, mais soudain, j'ai repris mes esprits. J'ai couru. J'ai attrapé mon manteau et la lampe torche que mon mari gardait près de la porte de derrière et je me suis faufilée dehors par le vestibule, me retrouvant dans la nuit glaciale. L'air me brûlait les poumons tandis que je traversais la cour, accroupie, me dirigeant rapidement vers les arbres. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. « Maman, arrête !» a crié Lucas. Les lampes torchées déchiraient l'obscurité, découpant les bois en fragments de lumière et d'ombre. J'ai couru plus vite que je ne le croyais possible. Les branches me fouettaient le visage, les racines s'accrochaient à mes pieds. Je connaissais cette terre. Je l'avais parcourue pendant des décennies. Eux aussi la connaissaient, mais la peur les rendait imprudents. J'ai atteint la clairière près de l'ancien versant et me suis agenouillée à l'endroit même où mon mari avait plaisanté en disant que c'était un endroit idéal pour cacher un trésor. Le sol était froid et dur. J'ai creusé à main nue, les ongles cassés, la peau déchirée, jusqu'à ce que mes doigts heurtent quelque chose de solide. Un récipient en plastique, scellé, lourd. Des pas ont résonné dans les broussailles derrière moi. J'ai arraché le récipient et j'ai couru. Un rayon de lumière m'a surprise, et un instant, j'ai vu le visage de Lucas se tordre de panique et de rage. « Donne-le-moi, maman !» a-t-il hurlé. « Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. » Je savais tout. J'ai couru plus profondément dans les bois, les poumons à bout de souffle, le cœur battant la chamade, jusqu'à ce que j'aperçoive des phares sur l'ancien chemin de service, au-delà de la lisière de la forêt. Une voiture tournait au ralenti, le moteur en marche, la portière passager ouverte. « Montez !» a crié une femme. Je n'ai pas hésité. La voiture a démarré en trombe tandis que je claquais la portière, serrant le conteneur contre ma poitrine. Par la lunette arrière, j'ai vu Lucas s'arrêter en titubant, sa lampe torche lui échappant des mains. La conductrice ne m'a pas regardé. « Ils ont franchi une limite ce soir », a-t-elle murmuré. « Il n'y a plus de retour en arrière. » J'ai fixé les arbres sombres qui défilaient à toute vitesse, sachant avec une certitude absolue que ce qui se trouvait dans le conteneur était assez puissant pour détruire ma famille et assez puissant pour me sauver la vie. La nuit a englouti la ferme derrière nous, et avec elle la dernière illusion d'une résolution pacifique. Nous avons continué à rouler jusqu'à ce que la route se rétrécisse et que les arbres laissent place à des champs déserts. La femme a finalement repris la parole une fois que nous étions assez loin pour que mes mains cessent de trembler. « Je m'appelle Claire Donovan », a-t-elle dit. « J'ai travaillé avec votre mari la dernière année de sa vie. Officieusement, officieusement. » J'ai serré le conteneur plus fort. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Elle s'est garée sur le parking d'un motel fermé en bord de route et a coupé le moteur. Le silence résonnait dans ma tête. « Ouvre-le », dit-elle. « Tu mérites de savoir. » Mes doigts tremblaient tandis que je tournais le seau. À l'intérieur se trouvaient des clés USB sous plastique, un petit carnet enveloppé dans une toile cirée et une lettre pliée, où mon nom était écrit de la main soignée de mon mari. J'ouvris d'abord la lettre. « Ma très chère Éléanore, si tu tiens ceci, c'est que je n'ai pas réussi à les arrêter. Je suis tellement désolée. Je t'ai laissé ce fardeau, mais tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. » Les mots se brouillaient sous l'effet des larmes. Claire me laissa un instant, puis reprit doucement. Il a tout documenté, l'accès au tunnel, les transferts, les paiements et la preuve que Lucas et Marissa ont tout orchestré. J'ai eu la nausée. Il a essayé de te protéger, poursuivit-elle. Il savait qu'une fois que tu aurais compris, tu ne reculerais jamais. J'essuyai mon visage. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on tend le piège. Le plan se mit en place rapidement, car il n'y avait pas une seconde à perdre. Lucas et Marissa viendraient chercher le conteneur. Ils avaient franchi trop de limites pour s'arrêter maintenant. Ils voudraient reprendre le contrôle. Le silence retomba. Nous allions leur donner une chance. Le lendemain matin, un message est arrivé de mon téléphone.
je vous rendrai ce que j'ai pris. Rendez-vous à la maison ce soir. Venez seul. Je savais qu'il ne viendrait pas seul. Mais il viendrait. Ce soir-là, je me suis retrouvée dans ma cuisine, là où tout avait commencé. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lampe au plafond. Le récipient était posé sur la table, visible et tentant. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix restait calme quand on a frappé à la porte. Lucas est entré le premier, le visage pâle, le regard fuyant. Marissa le suivait de près, son expression indéchiffrable. Et derrière eux, le shérif adjoint est entré discrètement, poussant la porte. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait », a dit froidement Marissa. « J'ai regardé mon fils. Vous avez tué votre père. » Lucas a secoué la tête violemment. « Je ne l'ai pas fait exprès. C'était censé lui faire assez peur pour qu'il s'arrête. » Les yeux de Marissa ont brillé. Il était un fardeau. C'était tout ce dont Claire avait besoin. Les lumières se sont allumées brusquement. Des voix ont crié, des portes se sont ouvertes en grand. Des agents fédéraux ont envahi la pièce, armes au poing. Tout le monde à terre, les mains bien visibles. Le policier s'est figé. Marissa a hurlé. Lucas s'est effondré à genoux. Je suis restée parfaitement immobile tandis qu'on leur passait les menottes, les poignets forcés dans le dos. Lucas a levé les yeux vers moi, les larmes sillonnant son visage. « Maman, s'il te plaît. » J'ai senti quelque chose se durcir en moi, non pas en haine, mais en lucidité. « C'est toi qui as choisi ça, » ai-je dit doucement. « Pas moi, pas ton père. » Tandis qu'il l'emmenait, il n'a pas résisté. Il s'est seulement retourné une fois, comme un enfant qui venait de comprendre qu'il y aurait des conséquences. Quand la maison fut de nouveau vide, je me suis assise lourdement. Claire se tenait à côté de moi. Il t'a laissé une dernière protection. Elle m'a tendu un document sorti du conteneur, une fiducie créée à mon nom des mois avant sa mort. Des fonds mis de côté, des garanties juridiques déclenchées si le terrain était menacé. Il a pensé à tout, ai-je murmuré. Il te faisait confiance pour aller jusqu'au bout, a-t-elle dit. Dehors, les sirènes s'estompaient au loin. Le cauchemar n'était pas encore terminé, mais la vérité n'était plus enfouie. Et pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai senti comme une forme de justice renaître. La maison semblait vide après leur départ, non pas silencieuse d'une manière paisible, mais vidée, comme si quelque chose de vital lui avait été arraché. Assise seule à la table de la cuisine longtemps après le départ des agents, je fixais l'endroit où mon fils avait été menotté, incapable de concilier le souvenir du garçon que j'avais élevé avec celui de l'homme qui avait choisi le profit plutôt que le sang. L'aube est arrivée lentement, une faible lumière se répandant sur le plancher. J'ai réalisé que j'avais survécu à la nuit. Ce sentiment était une victoire indescriptible. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées avec une étrange intensité. Déclarations, avocats, enquêteurs arpentant ma propriété avec cartes et matériel. Les tunnels ont été scellés et répertoriés. Ce qui avait empoisonné le sol sous ma maison était enfin exposé au grand jour. Lucas a été inculpé. Marissa a reçu une liste d'accusations plus longue que ce à quoi il s'attendait. Le shérif adjoint a démissionné avant même que l'acte d'accusation ne lui parvienne. Je n'ai pas assisté à la première audience. Je n'étais pas prête à voir mon fils derrière une vitre. Alors, j'ai parcouru la propriété. J'ai arpenté les champs au lever du soleil. Je me suis tenue à la lisière de la forêt, écoutant les oiseaux revenir dans des endroits qui, jadis, m'avaient semblé surveillés. J'ai enfoncé mes mains dans la terre du jardin et laissé la terre me rappeler que tout ce qui est enfoui n'est pas forcément destiné à rester caché. Un après-midi, une lettre est arrivée de l'avocat de mon mari. Elle confirmait l'existence de la fiducie qu'il avait discrètement constituée des mois avant sa mort. Une fiducie suffisante pour entretenir la propriété, suffisante pour me protéger d'une expulsion, suffisante pour choisir mon avenir sans crainte. Il le savait. Il s'était préparé à cette éventualité, même si cela signifiait accepter la sienne. J'ai pleuré alors, non pas de douleur, mais de gratitude. Avec le temps, l'affaire m'a changé. J'ai loué une partie des terres à un jeune couple engagé dans une agriculture durable. J'ai fermé les zones chargées de souvenirs trop douloureux. J'ai appris quel chemin je pouvais emprunter à nouveau et lesquels je devais laisser derrière moi. J'ai rendu visite à Lucas une fois, des mois plus tard. Il n'a pas pu me regarder au début. Lorsqu'il a finalement levé les yeux,
Il n'y avait plus de colère, seulement du regret. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là, mais je lui ai dit la vérité. Ton père t'a aimé jusqu'au bout, lui ai-je dit. Et grâce à cet amour, il m'a confié ce qu'il ne pouvait pas te confier, la responsabilité. C'était tout ce que je pouvais te donner. En quittant la prison, je n'ai pas regardé en arrière. La vie n'est plus jamais la même. Elle est devenue autre chose, plus forte, plus paisible, mienne. À 67 ans, j'ai appris que la force ne se manifeste pas d'elle-même. Elle se révèle quand il ne reste plus rien sur quoi compter, si ce n'est son propre jugement et sa volonté d'affronter la solitude. La terre est toujours là. Moi aussi. Et la vérité qui a failli nous anéantir repose désormais à sa place. Non pas enterrée, mais connue. La trahison la plus dangereuse n'est pas celle qui vient des étrangers, mais celle qui se développe sournoisement au sein de la famille. Le silence peut sembler une protection, mais c'est la vérité qui nous maintient en vie. Et quel que soit notre âge, la force ne s'éteint jamais. Parfois, elle attend simplement le moment où l'on en a le plus besoin.